Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire, donc le troisième ici en compagnie de l'Infopole et du CETIC. Donc ce webinaire portera sur la réglementation et la cybersécurité, donc dans les défis de l'IoT dans l'architecture. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un volet souvent négligé de l'IoT en essayant de comprendre les risques que l'IoT peut apporter, d'identifier les obligations réglementaires, donc tout ce qui est RGPD, normes, etc. Et on va essayer de découvrir des solutions concrètes pour sécuriser nos projets et savoir comment se faire accompagner donc, dans la phase de conception. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite, de réagir et de répondre au sondage. D'ailleurs, il y a déjà un sondage présent donc, qui porte, donc c'est « Avez-vous déjà intégré une réflexion cybersécurité dans un projet de bâtiment connecté ?» Donc, je vous invite à y répondre. Je peux en attendant présenter nos intervenants aujourd'hui. Donc, on a Malik Bouhou, ingénieur de recherche au CETIC, donc la même entreprise donc d'où venaient nos intervenants précédents, donc Lotfi, la semaine dernière. Et on a Simon Lamaladrie donc de l'Infopole et moi-même pour l'Union Wallonne des architectes. Donc on va voir les résultats du sondage. Alors pour l'instant, il y a 50% des personnes qui ont répondu jamais. Jamais intégré une réflexion en cybersécurité. Et on a 50% qui ont répondu oui avec un expert. Donc ça, je pense que c'est... En tout cas, c'est une bonne nouvelle, je pense, que ce soit avec un expert, parce que je pense que c'est un sujet assez compliqué à gérer tout seul. Et donc, on voit aussi que voilà, il y a des personnes qui n'ont jamais porté attention à cette réflexion. Mais pour cela, il faut déjà avoir intégré l'IoT. Donc voilà, il y a plusieurs raisons à cela. Donc on va continuer. Donc ici, donc ces webinaires sont toujours dans la même lignée, donc sur le programme Construction du futur par Digital Wallonia. Donc notre but, encore une fois, c'est d'accélérer la transformation numérique du secteur. On est plein de partenaires avec de différents milieux. Donc, on a par exemple l'Infopole qui réunit plein d'entreprises. On a le CRR qui s'occupe plutôt du côté infrastructure routière. On a par exemple aussi Mbuild, Buildwise, Greenwind, Cap Construction, Eco-Construction. Voilà, donc c'est plein de partenaires comment dire, d'horizons différentes et qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas si vous devez contacter des membres. En tout cas, on sera là pour vous répondre. Donc, je vais laisser la parole à Malik. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est un enjeu architectural, donc la cybersécurité? Bien sûr, donc bonjour à tous et merci d'être présent aujourd'hui. Merci Loris. Et donc aujourd'hui, nous allons parler voici notre feuille de route pour cette session. Donc nous allons commencer par explorer les risques cyber dans les bâtiments connectés. Et ensuite, donc nous verrons ensemble le cadre réglementaire au niveau belge et européen. Puis nous discuterons ensemble de comment intégrer la cybersécurité dès la phase de conception de vos projets. Et enfin, je partagerai avec vous des bonnes pratiques pour des projets IoT plus sûrs, ainsi que quelques exemples d'attaques. Donc, pourquoi la sécurité aujourd'hui est un enjeu pour les architectes? Donc, il y a des idées reçues selon lesquelles les data centers ou les grandes infrastructures informatiques sont des cibles, Et en réalité, en fait, les objets connectés dans les bâtiments, même les plus simples, comme les exemples qui sont montrés ici, sont aussi des cibles, notamment parce qu'elles sont souvent vulnérables et ayant peu de possibilités de défense. Alors, on pense à quoi? On pense notamment aux thermostats intelligents, aux caméras de sécurité, aux capteurs, que ce soit de mouvement, mais aussi des capteurs de niveau et de ce genre de choses, des serrures intelligentes, des éclairages intelligents, des prises intelligentes. Et
aujourd'hui, les bâtiments connectés nécessitent de prendre en compte la cybersécurité. En fait, chaque objet connecté représente un point d'entrée potentiel pour un attaquant et un point d'entrée par lequel il va pouvoir s'introduire. En fait, le nombre d'objets connectés est en croissance et même en explosion, puisque, comme le diagramme le montre ici, en fait, depuis 2018, il y a à peu près une augmentation de 10% des objets connectés, et on peut voir ici, selon les prévisions pour les années à venir, qu'on est toujours sur cette augmentation de 10% par an. Et ça concerne quoi? Ça concerne le contrôle des accès, la gestion énergétique et la maintenance prédictive. Et on parle souvent de smart building, c'est peut-être un terme dont vous avez déjà entendu parler. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus il y a d'objets connectés, plus la surface d'attaque pour un hacker est grande. Alors, on entend quoi par surface d'attaque? Eh bien, en fait, c'est la somme de tous les points d'entrée potentiels. Et au-delà, une faille informatique peut avoir des conséquences bien réelles, et au-delà d'une faille numérique, parfois, ça peut engendrer un risque physique. Notamment, par exemple, si on prend les quelques scénarios qui sont ici, le fait de pouvoir déverrouiller des portes, désactiver des alarmes, manipuler des systèmes de chauffage ou de climatisation, ou encore prendre le contrôle de caméra et pouvoir accéder à des informations. Alors, l'impact, évidemment, c'est l'intrusion physique, c'est de vol de données, c'est de l'arrêt de service et l'atteinte à la réputation des professionnels de la construction et évidemment des clients. Alors, par conséquence, ça peut avoir quoi comme conséquence? Eh bien, la sécurité des personnes d'abord, une perte financière pour les clients, mais également pour vous, et une atteinte à la réputation. Pour se rendre un petit peu compte de la situation, la cybercriminalité aujourd'hui, c'est devenu une industrie mondiale. Et on peut se rendre compte par rapport aux chiffres qui sont affichés ici qu'en 2024, on a presque 9 milliards d'euros qui ont été générés par la cybercriminalité. Et on prévoit presque 10 milliards pour l'année 2025. C'est lié aux pertes directes et indirectes. On entend les rançons, les interruptions d'activité, les vols de données, les atteintes à la réputation. Et quand on dit que c'est devenu une industrie, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la 3e économie mondiale, derrière les États-Unis et la Chine. Il y a plus de 200 groupes criminels qui sont recensés, qui sont très bien organisés, qui sont hiérarchisés, qui se sont spécialisés dans certaines thématiques et qui ont des modèles économiques très élaborés. Par exemple, il y a l'explosion des services cybercrime as a service, qui est la possibilité de pouvoir faire appel à des services de hacking, par exemple, simplement via un numéro de téléphone WhatsApp auquel vous envoyez une demande et vous avez un catalogue de possibilités de cybercrime qui sont accessibles et vous pouvez régler ça via des crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. La demande pour être, par exemple, imaginons, voilà, dans telle maison, j'aimerais savoir s'il y a du passage à tel moment, tu penses? Tout à fait. Ça peut être soit des requêtes très spécifiques et très ciblées. Alors, évidemment, pour pouvoir atteindre son objectif, un hacker a besoin d'avoir, comme on l'a expliqué, des portes d'entrée. Donc, ça dépend évidemment, je prends un exemple concret, si tu n'as pas de domotique chez toi, alors un attaquant ne pourra pas rentrer chez toi par ce biais-là, forcément. Mais si par exemple, quelqu'un cible une entreprise très spécifique ou un concurrent direct, une petite PME, il peut très facilement faire appel à des services et voir. Alors, il y a plusieurs catégories de services où on peut faire de l'exploration, récupérer des informations ou carrément nuire avec des attaques très ciblées. Ça, voilà, ça dépend un petit peu de la cible. Et donc, comme je le disais, quels sont les impacts pour ces entreprises? Eh bien, une fuite de données a été estimée en France à peu près 4,5 millions d'euros. Et donc, il faut bien se rendre compte que pour une PME, 4,5 millions d'euros, c'est conséquent. Et donc, on a observé que 60% des PME qui sont touchées par une cyberattaque majeure ferment dans les 18 mois qui suivent l'attaque.
les secteurs les plus touchés, la santé, vous avez tous entendu parler des hôpitaux qui ont été hackés ces dernières années, l'industrie, les services publics et évidemment les services financiers. Parlons ensuite. J'avais justement une petite question à ce propos. Donc, quand tu parles des enjeux, donc c'est quoi les principaux textes, on va dire, légaux ou les normes qu'on intègre voilà, dans les objets connectés dans un bâtiment, justement, pour éviter ça? Alors, en fait, on va peut-être d'abord parler des responsabilités pour les concepteurs, notamment pour les architectes, les maîtres d'œuvre et les installateurs. Et ensuite, on va enchaîner avec les exigences réglementaires. Donc, en fait, aujourd'hui, en termes d'obligations légales, les professionnels, comme je viens de le citer, peuvent voir leurs responsabilités engagées en cas de négligence. Et donc, ça peut avoir des conséquences juridiques, des pertes financières et surtout une implication assurantielle dans le cas où votre assurance décide de ne pas vous suivre dès l'instant où ils estiment que vous êtes responsable. Et donc, l'enjeu ici, c'est justement d'intégrer la cybersécurité dès la phase de conception en prenant en considération les exigences réglementaires pour se protéger et protéger également les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Notamment, vous avez tous entendu parler du RGPD. Hein. Donc, le RGPD, ici, il est toujours applicable dès qu'une donnée à caractère personnel est collectée. On entend quoi par donnée à caractère personnel? Une donnée qui permet d'identifier spécifiquement une personne. Alors, en tant qu'architecte et lorsque vous concevez vos plans et vos projets, ça concerne essentiellement les informations qui sont liées à l'information sur la présence, la vidéosurveillance, le comportement des occupants. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous êtes directement impliqué, mais par contre, en tant qu'entreprise ou profession libérale, vous avez également ces obligations, ne serait-ce que par le traitement des données qui concernent vos clients et ce genre de choses. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a quelques exigences par rapport à ça, et c'est le consentement explicite des données. Donc, être certain que dans vos conditions générales, vous avez bien indiqué que vous avez le droit de manipuler ces informations. Vous avez un devoir également de minimiser les données qui sont collectées, ne pas collecter des données que vous n'utiliserez jamais ou qui sont inutiles en dehors du projet. Et alors, de sécuriser ces données d'une manière ou d'une autre. Dès l'instant où il y a un traitement qui est fait sur ces données, que ce soit de la consultation ou de la modification, vous devez vous assurer que de bout en bout, vous êtes bien, ces données sont bien sécurisées. Le rôle de l'architecte ici, il est plutôt de faire de la sensibilisation par rapport aux clients aussi, de se rendre compte que si on veut mettre des caméras dans toutes les pièces du bâtiment, du projet dans lequel on est en train de travailler ou à l'extérieur, ça implique de répondre par exemple aux réglementations belges en matière de caméras. Et ça, c'est juste ça qu'il faut bien être conscient de ces engagements. D'autres choses, notamment ici la directive R&D, et ici on est vraiment sur les IoT et les équipements connectés. Il y a une norme européenne qui est la R&D, qui est plutôt une directive en fait, qui exige que tous les équipements radioélectriques respectent des normes de cybersécurité. Alors, elle date de 2014, mais elle a été mise à jour en 2024, le 1er août, et qui oblige les équipements à devoir intégrer des mesures de protection pour les données, de protection des données et de la vie privée. Alors, quel est le rôle de l'architecte? Il n'est pas directement lié aux équipements connectés, mais par contre, l'architecte doit s'assurer que les équipements répondent bien et sont conformes à la R&D et vérifier que les prestataires respectent cette norme. Prestataires, on parle de sous-traitants, etc. Et donc, par contre, en termes de conception, alors, c'est prendre en compte également les contraintes radioélectriques, Wi-Fi, 4G, etc. en termes de normes. Voilà. D'autres normes et d'autres pratiques en termes de cybersécurité.
ici, par exemple, un ISO 27001 qui est spécifique à la gestion de la sécurité de l'information. Et notamment ici, elle est plus liée à des secteurs physiques pour protéger l'information. Et donc, globalement, les architectes ne vont pas être directement concernés, mais par contre, les clients qui vont vouloir être certifiés 27001 vont avoir des exigences que l'architecte devra prendre en considération lors de son… Donc, ça va être plus être du conseil sur des exigences réelles, quoi. Tout à fait. Ou en tout cas, prendre en considération les exigences de la norme sur certains aspects. Notamment ici, il est question des salles serveurs, des zones sensibles qui pourraient être des archives, etc. Et donc, votre client, il va vous dire, OK, je veux à terme être ISO 27001. Eh bien, il y a des exigences par rapport à ces zones qui sont considérées comme sensibles. La norme suivante, c'est la IEC 62443, qui elle est plutôt une norme qui concerne les systèmes d'automatisation et de contrôle industriel. Et là, à nouveau, c'est spécifique dans certains projets et pour certains clients qui vont avoir des exigences en termes de cybersécurité industrielle. Alors là, ils vont avoir des demandes qui seront très spécifiques. Et enfin, le NIS ici, qui peut également être citée parce que elle concerne plutôt les opérateurs qui sont critiques, dans le sens où des opérateurs qui ont des secteurs, qui traitent dans des secteurs essentiels, que ce soit l'énergie, que ce soit les télécommunications, etc., eux vont alors avoir des contraintes liées à la sécurité numérique et de résilience. Et donc, là aussi, l'architecte devra avoir une réflexion voilà, assez haut niveau, peut-être pas dans les détails, mais en tout cas, être conscient que ces normes s'appliquent à leurs clients pour pouvoir les intégrer mieux dans leur projet. À noter également qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres qui mentionnent certaines exigences en matière de cybersécurité qu'il faut prendre en considération également. C'est un marché prometteur, on va dire, selon toi? On va dire d'avoir un bâtiment comme pour l'instant qui pourrait respecter certaines exigences comme la PEB-A, on va dire, mais en termes de cybersécurité, on va dire dans un avenir plus ou moins proche. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, et là on peut enchaîner avec la slide suivante. En plus, avec l'application du CRA, qui est aujourd'hui, c'est Cyber Resilience Act, qui est une réglementation européenne qui va rentrer en vigueur en 2027, qui oblige quelque part les fournisseurs de produits numériques à respecter des règles très strictes en matière de cybersécurité. Et donc là, l'architecte pourrait être amené à concevoir des bâtiments qui répondent à la fois aux normes que je viens de citer, à la fois au CRA pour d'autres aspects. Et donc, oui, clairement, ça peut être un secteur intéressant pour les architectes qui ont envie de vraiment se concentrer sur ces aspects. Et donc, pour en revenir au CRA, au-delà des aspects de concevoir des projets dans le monde des produits numériques, il y a également le fait que les architectes utilisent des outils numériques. Alors, quand on parle d'outils numériques, un ordinateur est un outil numérique, une carte graphique est un outil numérique, un smartphone, même une application, donc un ERP par exemple, un CRM, est également un outil numérique. Et donc, ces outils numériques devront répondre à des exigences qui ont été imposées par l'Europe. Ce qui garantit quelque part à l'architecte d'avoir, si il fait appel ici à des sous-traitants ou en tout cas à des services qui respectent le CRA, d'avoir la garantie qu'ils utilisent des produits résilients, des produits numériques résilients. Alors, c'est aussi le cas pour les équipements des bâtiments, notamment pour les objets connectés, pour les gestions techniques de bâtiments. Ils devront être également conformes au CRA pour être distribués en Belgique. En Belgique et en Europe, bien sûr. Alors, ça a un impact également pour vous, forcément, sur le choix des produits. C'est le plus important, oui. Et alors,
c'est aussi une opportunité puisque ça permet d'intégrer la cybersécurité comme critère de qualité. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'intégrer la sécurité dès la conception des projets. Et pour ça, on utilise en sécurité informatique et même en IT de manière générale, c'est la sécurité by design. C'est un principe fondamental selon lequel on va vraiment anticiper les risques dès la phase de conception des projets. Et c'est quelque chose qui peut tout à fait également s'appliquer au monde de l'architecture. Notamment ici, par exemple, avec quelques mesures clés. On parle de la ségrégation des réseaux. Alors, ça veut dire quoi? Ici, on va rentrer dans un aspect un peu plus technique, mais je vais essayer de vulgariser. En fait, l'idée, c'est d'avoir les objets connectés dans un réseau qui n'est pas le même que celui dans lequel sont branchés les ordinateurs, les imprimantes, etc. Et en fait, le fait d'utiliser une ségrégation, une segmentation du réseau, permet d'isoler physiquement, entre guillemets, les différents éléments. Et donc, si par exemple une faille de vulnérabilité, une vulnérabilité apparaît dans une caméra connectée, vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, si un attaquant arrive à rentrer sur cette caméra, il sera dans une enclave, il sera coincé dans ce réseau et ça ne lui permettrait pas de faire, on parle de mouvement latéral, qui permet en fait d'aller sur un autre appareil pour récupérer des données ou exploiter une autre vulnérabilité. Voilà. Donc, en fait, ça permet de, quelque part, limiter les portes d'entrée possibles. Il serait comme dans une pièce fermée, on va dire, et sans accès au reste de la maison, si on veut. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, une autre mesure, c'est la sécurité physique. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc c'est bien l'idée de restreindre les zones sensibles, les zones où il pourrait y avoir des informations confidentielles. Et alors ici, on peut aussi penser aux IoT. Donc, par exemple, une caméra qui serait accessible physiquement, sur lequel on peut récupérer, prendre une photo de l'étiquette, par exemple, sur lequel se trouve le mot de passe par défaut. Et voilà, ce genre de choses qui peuvent être facilement qui peuvent être facilement mises en œuvre, ou en tout cas à laquelle on peut facilement apporter une attention particulière au moment où on y pense. Voilà, ça peut être imaginé, on peut imaginer également un switch. Donc un switch, c'est un appareil sur lequel on vient brancher les câbles réseau, mais s'assurer que ces appareils sont bien dans des endroits qui sont fermés à clé, ou en tout cas qui ne sont pas dans un couloir où du public passe, par exemple. Dans la même idée, la mesure suivante, c'est l'intégration de systèmes de contrôle d'accès. Alors on pense au badge, mais on peut aussi imaginer avoir un système qui nous renseigne sur les éventuels incidents de sécurité qui peuvent se passer. Une porte qui n'est pas censée s'ouvrir à un certain moment de la journée, une présence dans une pièce ou en dehors des heures de travail. Ce genre de choses, c'est des mesures qui peuvent être aussi glissées à l'oreille des concepteurs, notamment avec des bureaux d'études qui travaillent avec des bâtiments publics, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi intégrées directement. La mesure suivante, c'est travailler avec des partenaires sensibilisés. Donc, forcément, travailler avec des gens qui ont l'habitude d'avoir des réflexions autour de la cybersécurité, qui sont bien conscients de ça, c'est toujours un plus pour être conseillé, pour notamment utiliser le bon matériel, utiliser les bonnes solutions. Et alors, voilà, j'embraye sur la mesure suivante, qui est justement la sélection des équipements conformes aux différentes normes dont on a parlé, mais aussi qui peuvent contenir des fiches de conformité, des guides de configuration sécurisée, des politiques de mise à jour, ce genre de choses. Et alors, de votre côté, n'hésitez pas à les exiger ou à les inclure dans vos cahiers de charges et dans vos contrats avec vos sous-traitants. Bonne pratique pour une architecture sécurisée. Donc, des mesures concrètes pour encore aller plus loin, c'est utiliser par exemple du matériel qui est IoT conforme. Par exemple, Let's a fourni un standard qui oblige les concepteurs à nouveau à fournir des objets connectés qui sont conformes à certaines exigences, notamment par exemple ne pas mettre des mots de passe par défaut faciles, comme admin. On le voit juste en dessous. Hein. Donc, si vous utilisez du matériel qui a des mots de passe par défaut, ben, évidemment, les modifier et privilégier plutôt des systèmes d'authentification forts.
réfléchir à une proposition d'une mise en place d'une politique de mise à jour des firmware des logiciels. Ouais. Il faut bien se rendre compte que la plupart des failles de sécurité qui apparaissent sur ce type d'objet, c'est le manque de mise à jour, c'est des CVE. Donc, des CVE, c'est des vulnérabilités qui ont été découvertes et qui sont publiées sur un des acteurs principaux de la cybersécurité qui s'appelle MITRE. Et donc, sur ce site, on va retrouver toutes les vulnérabilités qui sont liées à des objets connectés, notamment, mais pas seulement, à le monde de l'IT d'une manière générale, et même logiciel. Et donc, faire des mises à jour, ou en tout cas prévoir une politique de mise à jour, ça permet aussi de se sécuriser par rapport aux vulnérabilités qui sont existantes, connues et connues de tous et de toutes. Donc au final, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, on va dire, d'essayer justement d'avoir des mots de passe pas accessibles directement par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement. Notamment d'essayer d'avoir peut-être une double authentification, ce genre de choses-là qu'on doit déjà faire pour le matériel informatique chez nous. On va dire le matériel que tout le monde a, un ordinateur, smartphone, tablette, etc. Et de l'appliquer justement à son système interne, quoi. Tout à fait. Et notamment mise à jour et essayer de localiser potentielles attaques. Voilà, je suppose que si on détecte une attaque, au plus tôt elle est détectée, au plus tôt elle peut être supprimée. Tout à fait. Et en fait, on parle souvent de failles ou de vulnérabilité, plutôt d'attaque, parce qu'il y a un gros principe qui dit toujours que l'important, ce n'est pas de savoir si on va être attaqué, c'est plutôt de savoir quand on va être attaqué. Parce que les failles et les vulnérabilités, elles évoluent au fur et à mesure que les technologies évoluent. Et donc, il y en a de plus en plus qui sont publiés à l'image de l'explosion et de l'expansion des objets connectés sur le marché. Et donc, voilà, c'est effectivement bien se rendre compte qu'au plus tôt on prend des mesures concrètes pour limiter l'exposition, les vulnérabilités, au mieux on se protège, en fait. Ok. Et donc, dans les mesures concrètes, on vient d'en parler, hein, donc les mises à jour régulières, la surveillance continue avec par exemple des systèmes qui permettent d'avoir des détections lorsqu'il y a une intrusion ou des événements qui sont anormaux. Et alors, également, sensibiliser les clients aux risques liés à la cybersécurité, notamment sur tout ce dont on vient de parler. Voilà. Et toujours bien garder en tête que, évidemment, on ne construit pas un hôpital comme on construit une maison. Et donc, les mesures doivent aussi rester proportionnelles au projet. On ne va pas mettre dans une maison un système qui va coûter cher pour identifier tout le trafic réseau, par exemple. Ça n'a pas de sens. Par contre, dans un hôpital, c'est tout à fait justifié, puisque là, on a notamment plein d'appareils qui sont de plus en plus connectés et qui sont en interaction physique avec des personnes, des patients. Et donc, voilà, c'est deux enjeux qui sont différents et qui sont à traiter de manière différente. Et je suppose aussi que l'attrait pour des gros bâtiments, par exemple, ou l'appât du gain, on va dire, sera plus grand sur un hôpital, par exemple, pour revendre des données et autres que sur une maison où voilà, je pense que la quantité de données sur une maison sera moindre par rapport à un hôpital et pourra se revendre moins. Toujours rester proportionnel, donc c'est ça que tu dis par rapport à la taille et au risque encouru, quoi. Bien sûr, les attaquants ont toujours en ligne de mire le profit, hein, comme on l'a montré tout à l'heure avec les chiffres de la cybercriminalité. C'est ça qui reste le nerf de la guerre. Et donc, quelque part, eux, leur objectif, c'est de générer un maximum de revenus. Et donc, clairement, un hôpital contient des données critiques, des données à caractère personnel qui vont pouvoir plus facilement revendre que les informations très personnelles qui, par exemple, te concernent toi sur ta maison, ou voilà, sauf cas très spécifiques de personnes qui sont visées, mais sinon, globalement, voilà, c'est ça. Et donc, ensuite, voilà, quelques petites pistes d'outils et de ressources qui sont accessibles.
pour la gestion des objets connectés, il existe des solutions cloud qui sont prêtes à l'emploi, notamment qui permettent de chiffrer les communications et d'automatiser une série de mises à jour pour tous les objets connectés d'un bâtiment, par exemple. Et on voit que sur AWS et Azure, il y a 2 solutions qui sont apparues ces dernières années, mais attention, ajouter un composant supplémentaire externe nécessite d'assurer aussi une sécurité au niveau du cloud. Ici, j'ai mis par exemple l'authentification multifactorielle, multifacteur, pardon, mais d'autres aussi, les communications entre l'IoT et le cloud, par exemple. Alors, en termes de collaboration, n'hésitez pas à travailler en synergie avec des experts en cybersécurité. Dès le début d'un projet, n'hésitez pas à les consulter, à simplement provoquer un rendez-vous pour avoir un avis. Il en existe en Belgique. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il y a également donc, la sensibilisation, hein, donc la sensibilisation par rapport aux enjeux et aux pratiques de la cybersécurité pour vous, pour vos partenaires, pour vos clients. Voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors, maintenant, on va passer à quelques exemples concrets, cas pratiques. Pour préparer un peu cette présentation, j'ai utilisé un site qui s'appelle Shodan, qui fait de l'OSINT. Donc, c'est de l'open. OSINT, c'est un terme qui veut dire Open Source Intelligence. Et donc, c'est un terme qui présente le fait d'aller chercher des informations sur des plateformes ou en tout cas de manière sur des données qui sont open source, qui sont ouvertes. Et Shodan est en fait un outil qui scanne l'Internet sur toutes les adresses IP qui existent et qui va récupérer toutes les informations de différentes machines qui vont répondre à ce scan. Et ici, j'ai voulu montrer à quel point il est facile de pouvoir récupérer des informations par ce site qui est gratuit. L'image que vous voyez ici d'une caméra D-Link, c'est une image qui a été prise il y a 2 jours, que j'ai prise pendant que je préparais cette... et en fait, sans aucune authentification, j'ai pu me connecter à une caméra qui me montre le salon d'un couple de personnes âgées. C'est en France. Voilà, je les ai masqués pour la présentation. Mais ici, il n'est pas question d'authentification. C'est un objet qui est depuis très longtemps sur le marché et qui n'a jamais subi de mise à jour. Parce que sinon, ce ne serait pas possible d'observer ce genre de choses. Et donc, il faut bien se rendre compte que les CVE dont on a parlé, les vulnérabilités dont on a parlé tout à l'heure, elles ont besoin d'être corrigées dès qu'on les observe. Sinon, on a affaire à ce genre de choses. Mais donc, ça ne veut pas dire que la caméra est mal réglée au départ. C'est parce que les gens n'ont pas fait de mise à jour de leur caméra qu'on a accès, ou alors c'est la caméra qui, par défaut, a des failles. Dans ce cas-ci, c'est la caméra qui a été mal configurée. Okay. Et aucune mise à jour n'a été appliquée après, ce qui a gardé la caméra dans son état d'usine, qui est primaire, on va dire, puisque, à mon avis, c'est une caméra qui doit être sur le marché depuis une dizaine d'années. Et donc, elle contient toutes les vulnérabilités qui existaient à l'époque où elle a été créée, où elle a été publiée. Et le firmware à l'intérieur, le logiciel qui fait tourner cette caméra, n'a jamais été mis à jour. Okay. Voilà. Pour vous donner un autre exemple, toujours autour de Shodan, il y a quelques années, je ne sais pas si vous connaissez la Amazon Ring, mais Amazon Ring, c'est une boîte qui a été une entreprise qui a été rachetée par Amazon il y a quelques années et qui fait des sonnettes connectées, des caméras connectées. Et il y a une énorme faille de sécurité qui a été découverte en 2019. Et qui permettait à des attaquants de se connecter à distance
simplement en trouvant via Shodan les adresses IP de ces appareils et de pouvoir s'y connecter, rentrer sur l'appareil et directement interagir avec les personnes, puisque ces caméras étaient munies d'un petit baffle et donc ils pouvaient communiquer directement avec les personnes. Autre cas concret, donc une anecdote ici personnelle à l'époque dans une administration communale, en cherchant mon chemin, je me suis rendu compte que je suis rentré dans une zone dans laquelle je n'avais absolument aucune raison de me trouver et en fait je m'étais simplement perdu. Et il s'avère qu'après en avoir discuté avec une personne qui travaillait là-bas, au moment de la conception du bâtiment, pour faire des économies, ils ont supprimé des badges, des lecteurs de badges sur certaines portes, ce qui permet en fait à une personne relativement bien renseignée de traverser le bâtiment de bout en bout sans jamais avoir à devoir passer son badge. Et donc là, de nouveau, je ne sais pas où se trouve la responsabilité, hein, la question n'est pas là, mais par contre, ça aurait pu être intéressant qu'à un moment, l'architecte dise « Ok, là, si on supprime ce badge, on va avoir un problème. » Et donc, voilà, il n'y a pas eu de suite, mais c'est intéressant en tout cas de se rendre compte que certaines décisions peuvent avoir des conséquences, parce que j'aurais pu très bien rentrer dans un bureau qui n'était pas fermé et récupérer des informations, lire des dossiers sans aucun problème. Pour vous donner d'autres exemples concrets, par exemple ici par rapport à des thermostats, il n'y a pas très longtemps, début des années 2020, 7000 thermostats de la marque Hitmiser se sont retrouvés sur Shodan, donc le site dont je viens de vous parler, et donc qui ont été exposés. Et à nouveau, un système d'authentification faible, donc par défaut, le nom de l'utilisateur et mot de passe, c'était admin. Et donc, depuis Internet, n'importe quelle personne pouvait se connecter et modifier les valeurs de consigne, éteindre la chaudière, ce genre de choses pouvaient être directement faites. 7000 thermostats ont été recensés à l'époque. Depuis, il y a eu une mise à jour, évidemment. Et un autre exemple pour des thermostats Bosch, même chose, début des années 2020, puisque trois types de thermostats. Alors ici, ils n'étaient pas directement exposés à Internet, mais en étant sur le même réseau, en faisant une petite mise à jour, on pouvait déployer une version du firmware, donc du logiciel qui se trouve dans ce thermostat, avec une porte dérobée, donc on appelle ça une backdoor, qui permet en fait de prendre le contrôle du thermostat depuis n'importe où. Parce que cette backdoor, elle va se connecter, par exemple, vers un point sur Internet, vers un hacker qui n'attend que la connexion. Et donc, ensuite, après, le hacker peut à nouveau modifier les températures de consigne, faire du mouvement latéral, essayer de voir ce qu'il y a comme autre appareil connecté sur le réseau, etc. Et alors, pour vous montrer un petit peu à quel point il est compliqué pour le moment, en tout cas, avant l'application des différentes normes dont on a parlé, pour vous montrer, ici, j'ai un exemple concret où un chercheur en cybersécurité a acheté deux thermostats, les a branchés chez lui, a observé le trafic et s'est dit au bout de 1 ou 2 jours, OK, maintenant je sais quel trafic communique avec Internet, ce dont les thermostats ont besoin, eh bien, je vais l'encapsuler et je vais n'autoriser que ça. On appelle ça du zéro trust, ça veut dire qu'on ne fait confiance à rien et on va juste spécifiquement définir quel droit on donne, quel droit d'accès on donne à un périphérique. Et ici, il a voulu faire ça avec ses thermostats. Et en fait, il s'est rendu compte au bout de 2-3 jours qu'il n'y avait plus de mise à jour, qu'il ne recevait plus les informations. Et en fait, c'est parce que les concepteurs avaient mis en place un système qui était dynamique. Et donc, ces points étaient mouvants. Donc, ce qui était en fait comme conclusion, c'était un cauchemar pour les personnes qui veulent essayer de faire de la sécurité. Mais tout ça normalement devrait être beaucoup plus facile dans les années à venir avec les différentes normes qui seront d'application. Et donc voilà, c'est ce qui termine la présentation. Et donc je voulais juste terminer avec une slide pour voir un petit peu dans quelle mesure vous sentiez concerné par la cybersécurité. Est-ce que vous avez identifié des points vulnérables dans vos projets
que ça soit physique ou numérique. Est-ce que vous avez réfléchi à des mesures concrètes que vous pourrez appliquer dès demain? Qui, dans votre équipe ou dans vos partenaires, peut piloter ce genre de sujet spécifique à la cybersécurité? Et alors, oui, voilà. Je pense qu'il y a quand même quelques questions qui sont, enfin, en tout cas, ces questions-là sont importantes, d'actualité, et seront de plus en plus présentes dans le futur parce que, comme on en a parlé ici, l'IoT, bah, c'est une super solution pour gérer tout un tas de problématiques, qu'elles soient, on va dire, environnementales, de confort, d'économie, et de fait, d'écologie. Je pense que ces questions-là, elles vont revenir de plus en plus souvent, parce que l'IoT va, je pense, être de plus en plus présent dans les maisons, et je pense en tout cas que voilà, ici, ça peut faire peur, en tout cas, les différents exemples qu'on a montrés ici, mais je pense qu'en tout cas, c'est une réalité et que voilà, il faut faire avec. Donc, on va dire que ce webinaire est là pour justement avertir des dangers, grâce à tout ce que tu as mentionné ici. Voilà, donc ici, on a comme question, par exemple, de savoir si des personnes ressources, en tout cas dans les bureaux d'architecture, etc. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, à part on va dire des personnes qui ont une certaine affinité avec ça, puissent répondre à ces besoins donc en interne. Et du coup, là où tu as mis le doigt, c'est justement de faire appel à des experts dans un réseau pour s'occuper de ces problématiques-là et de savoir en amont d'un projet, si on compte y intégrer de l'IoT, de voir dans quelle mesure on peut prendre, comme on va dire, dans une maison, on construit des fondations, des bases solides, de faire la même chose avec tout un tas d'objets connectés qui seront nécessaires, mais où du coup la sécurité sera hyper importante, quoi. Ensuite, dans tes questions, enfin dans les questions que tu soulèves un peu, donc tu parlais de mesures concrètes à appliquer dès demain. Donc, imaginons dans un bureau d'architecture, voilà, lambda qui a une certaine affinité avec le numérique, qui utilise voilà, des ordinateurs, des ERP, comme tu disais. Selon toi, c'est quoi la première démarche que, voilà, en quittant le webinaire demain ou aujourd'hui, je peux entreprendre? Tu en as sûrement déjà parlé, mais c'est histoire Oui, de se remémorer un peu. je dirais d'abord, c'est d'arriver à identifier les projets qui demandent une attention particulière, peut-être pour justement arriver à se dire, OK, là, ici, c'est un projet qui est relativement critique parce qu'il y a des salles serveurs, parce qu'il y a du contrôle d'accès, parce qu'il y a beaucoup d'objets connectés. Et puis ensuite, se poser justement les questions peut-être face au plan, en se demandant, tiens, est-ce que les objets sont physiquement sécurisés? Ne serait-ce que commencer par là, en se demandant est-ce que en concevant en concevant le bâtiment de telle manière, est-ce que le public n'a pas accès à une ressource vitale? Est-ce qu'il n'y a pas une faille, comme tu l'as montré dans l'exemple, par Tout à exemple, fait. des portes? Ça, justement, pour revenir à cet exemple-là, on parlait justement de responsabilité. Je pense que à partir d'un certain moment, et tu m'arrêtes, hein, mais voilà, l'architecte conçoit un bâtiment. On va dire qu'il le conçoit avec toutes ces portes qui sont justement réalisées avec le badge adéquat pour ne pas pouvoir traverser le bâtiment tout d'un coup, comme tu as eu l'occasion de le faire. Je pense qu'après, il y a aussi une certaine responsabilité des gens qui gèrent le bâtiment à respecter ce qui a été mis en œuvre pour éviter ces failles. Et je pense que là, du coup, il y a une sensibilisation à entreprendre sur les personnes qui s'occupent de la gestion de ces bâtiments, d'avoir voilà, de savoir en tout cas que si par économie, on va désactiver telle porte, on va dire, leur bâtiment sera totalement accessible
par les personnes lambda ou des personnes qui n'ont rien à faire là-bas, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et même dans des exemples encore plus simples, hein, le fait d'avoir un extincteur qui tient une porte parce qu'il fait chaud dans un bâtiment et cette porte donne accès directement à des couloirs qui ne sont pas censés être ouverts au public et pour lesquels il y a pas de caméra, il y a pas de personne qui voit de passage. Voilà, c'est des choses aussi en termes de sensibilisation, donc qui est important à mettre en avant, effectivement. Mais là, on est plus, c'est vrai, sur de la sécurité plutôt physique. Même en termes de sécurité, on va dire numérique, ne serait-ce qu'avec les sous-traitants aussi, hein, s'assurer, leur demander, poser la question avec les personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Est-ce qu'ils sont sensibilisés à la cybersécurité? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'ils font des choix technologiques spécifiques au fait d'avoir des solutions sécurisées? Je pense notamment au contrôle d'accès, je pense notamment alors ça prend du temps, c'est des choses qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais la démarche de se dire: «OK, je vais sélectionner un appareil très spécifique parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux», eh bien, je vais simplement vérifier que le modèle que je choisis, il n'existe aucune vulnérabilité sur le site de MITRE, par exemple. C'est une recherche qui prend 10 minutes. Je vais faire une petite recherche pour voir ce qu'il y a comme information, si le code source est accessible, ouvert, ou c'est plutôt quelque chose de fermé. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites? Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de choses qui ont… Donc, en fait, via Internet, on peut très facilement trouver des informations sur du matériel. Et donc, ça vaut la peine aussi de voir, en tant que concepteur, vérifier que son sous-traitant, ou en tout cas son partenaire, est sensibilisé à ça, à la cybersécurité de manière générale. Ici, je prends cet exemple par rapport au matériel, mais c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir. Moi, j'avais une question par rapport, ça peut paraître un peu bête, mais par Mhm. rapport au thermostat. Le hacker, il décide de hacker un thermostat, mais dans quel but, à part ennuyer, entre guillemets, les gens qui sont dans un bâtiment en abaissant ou en réchauffant la Mhm. salle, mais quel est le but pour lui? C'est de s'amuser, de se dire: «Ah ben voilà, j'ai réussi à hacker un truc», ou après, il va vraiment rechercher quelque chose derrière? Ouvrir les fenêtres, par exemple. Ben, en fait, le thermostat, alors si on est en plein hiver, il fait moins 10 degrés et que le hacker décide de couper le chauffage, peut-être que lui, ça va lui permettre de faire évacuer le bâtiment, ou en tout cas d'obliger les gens à ne pas venir travailler, de façon à, par exemple, une fois qu'il est sur ce thermostat, il peut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, un mouvement latéral qui lui permet d'accéder à une autre source, ou de scanner le réseau pour savoir où il y a une autre porte d'entrée, où se trouve une autre porte d'entrée, et puis ensuite se propager soit un virus, soit récupérer des informations à caractère personnel ou des données sensibles, soit il existe plein de vecteurs d'attaque différents, et en fait, le plus difficile, c'est toujours la porte d'entrée. Mais une fois que la porte est ouverte, alors ça laisse toujours place à beaucoup Ouais, de… donc ça veut dire que le thermostat est interconnecté avec d'autres trucs qui peuvent donc grâce au thermostat, par exemple, Mhm. il peut aller partout ailleurs où qui est connecté avec le thermostat, quoi. C'est ça. Si on n'a pas segmenté, comme tu l'as dit tout à Ouais. l'heure. Exactement, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Dès que le réseau est segmenté, on peut isoler les appareils qui sont de la même famille ensemble. Et si ce n'est pas le cas, alors du thermostat connecté, je pourrais tout à fait accéder à un ordinateur portable, à à une caméra, etc. Et donc, on peut imaginer à quel point une attaque peut se propager facilement, et un attaquant peut facilement prendre le contrôle d'une installation complète, d'un réseau complet, assez Ok, ouais. rapidement et facilement. Merci pour ces réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Donc, si c'est le cas, vous pouvez aller dans l'onglet questions en bas à droite. On essaiera d'y répondre au mieux. Moi, en attendant, j'ai encore une petite question, enfin, quelques questions que j'avais écrites. Par exemple, est-ce qu'il faudrait dans un bureau quelqu'un qui est délégué à la protection des données, donc ce qu'on appelle communément un DPO? Il y a des obligations par rapport au DPO en fonction de la taille de l'entreprise, et donc notamment pour les petites entreprises, c'est pas obligatoire, mais de toute façon, avoir une personne, donc le Data Protection Officer, avoir une personne ressource quand on doit poser des questions plus spécifiques par rapport à des traitements
de données à caractère personnel, parce que c'est là qu'il va intervenir en premier lieu, alors c'est toujours bien d'avoir une personne ressource. Dans des grandes entreprises, il y a des DPO à temps plein. Dans des petites entreprises, de petites structures, c'est des DPO qui viennent une fois, 2 fois. Voilà, c'est ça. Alors, pour un architecte, peut-être que ça pourrait être intéressant, d'abord en tant que chef d'entreprise, d'avoir une personne ressource pour être certain que tout est OK au niveau de sa gestion des données à caractère personnel et des traitements, mais aussi peut-être pour des projets plus spécifiques, notamment quand on rentre dans des projets qui nécessitent d'être certifiés, la certification du client 27001, comme on en a parlé tout à l'heure. Ouais, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a deux poids, deux mesures. Il y a d'abord le côté des données de l'architecte, de ses clients. Donc ça, c'est des données qui doivent être protégées. Et ensuite, dans la conception même, c'est vraiment qu'il y a deux échelles. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant. Comme tu le dis, encore une fois, toutes les échelles sont envisageables, pas sur tous les projets forcément, mais d'avoir une personne ressource donc, dans ce cas-là. Comment tu convaincrais un client d'investir dans la cybersécurité, selon toi? Avec un exemple très concret d'attaque. Là, par exemple, je viens de vous montrer. Alors, forcément, c'est pas la même chose, mais on peut tout à fait imaginer pour des structures un peu plus grandes des tests de pénétration. Ça marche très bien hein, lorsqu'on se rend compte de l'impact que peut avoir une attaque sur le type de données qu'on peut collecter également, ce genre de choses. Voilà, on arrive très facilement avec un test de pénétration, par exemple, à montrer quelles sont les failles d'un système. Et quand on dit test de pénétration, c'est pas seulement au niveau physique, par exemple, où on vient chez vous, on a un appareil, ou alors, même si les tests de pénétration peuvent être aussi physiques, hein, on rentre dans une entreprise avec un gilet, un casque, et on se fait passer pour quelqu'un qui vient faire des relevés, par exemple. Eh bien, ça existe. Hein. Il y a notamment des entreprises de la région, je pense notamment à Red System, par exemple, qui fait ce genre de choses. Et donc là, voilà, il y a plusieurs vecteurs d'attaque possibles, mais les tests de pénétration, ça peut se faire aussi également sur un site internet, hein, simplement en vérifiant que si vous avez votre propre site internet qui a été, parce que voilà, les moyens sont pas toujours les mêmes, si vous avez un CRM et ce genre de choses qui sont déployés dans votre cabinet, vous pouvez aussi faire ce genre de choses, des tests de pénétration, vérifier qu'on ne sait pas s'y introduire, vérifier, voilà, c'est des choses qui sont envisageables, en tout cas pour montrer à quel point c'est important de se pencher sur la question. Ici, on a Jean-François qui nous pose une question. Donc, il nous demande, il dit, est-ce qu'on peut reprocher à un architecte de ne pas prescrire une menuiserie qui présente une sécurité suffisante, donc pour les effractions, etc. Est-ce que c'est possible de reprocher à un architecte de ne pas avoir protégé un projet lambda au niveau de la cybersécurité? Comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ton champ d'expertise en termes légal, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça. Là, on rentre vraiment dans des questions qui, à mon avis, ne peuvent pas être répondues aussi facilement que par un oui ou par un non. Je pense que ça dépend vraiment. Mon instinct, et sans trop me mouiller, c'est que il faut encore arriver à montrer la responsabilité de l'architecte et ça, si vraiment c'est une négligence qui est démontrable, alors j'ai le sentiment que la responsabilité peut être engagée, effectivement. Maintenant, la question est un peu précise, et donc je préfère ne pas trop me mouiller pour ne pas dire de bêtises, quoi. Et là, il vaut mieux se tourner vers un avocat qui lui serait à même de répondre. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat. Ben voilà, je pense qu'on a fait le
le tour, en tout cas, de ce qu'on pouvait au niveau de ce sujet-là en 1 heure seulement. Mais je suppose que c'est un sujet qui peut prendre beaucoup plus. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci à Malik et Jean-François. Non. Non, Jean-François n'était pas là. Il était pas là. Il n'était pas là, mais je suppose qu'il a aidé, en tout cas, à la préparation de ce PowerPoint. Merci à vous toutes et tous pour votre attention. Donc, ce webinaire sera, on pourra le visionner donc, du coup, sur le site de l'Infopole, là où vous avez trouvé les liens d'inscription, ou sur le site de l'UWA, où on le retransmettra ensuite. Donc, pour toute question, n'oubliez pas que vous pouvez contacter l'équipe de construction du futur, donc déjà composée de Simon et moi-même et de plein d'autres partenaires. Donc, vous pouvez voir ici en bas de la slide pour nous contacter. Donc voilà, les adresses sont disponibles ici. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps de les noter, elles vous seront communiquées donc, dans le replay. En tout cas, merci. Pardon. Non, mais donc voilà, c'était juste, on allait juste oublier ça. Si jamais vous voulez passer à l'action et mettre en place de la cybersécurité ou aller plus loin, il faut savoir qu'il y a des choses qui existent. Donc, nous, à l'Infopole, on a un réseau d'entreprises numériques et donc on a justement tout un tas d'experts en cybersécurité dans nos membres qui peuvent répondre à vos questions, dont le CETIC, Red System aussi qu'on a mentionné. Et donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez scanner ce QR code et alors vous serez mis en contact directement avec un expert numérique. Et aussi, si vous vous posez la question, est-ce qu'il existe des moyens de financement ou quoi pour la cybersécurité? Ben alors oui, l'échec numérique cybersécurité existe. Et donc ça, c'est pour les PME. Donc on vient directement de votre entreprise faire un audit ou un diagnostic portant sur la cybersécurité et on voit ensemble ce qu'il est possible de mettre en place. Et donc c'est 75, il y a une intervention à 75% pour un montant de 50 000 € sur 3 ans. Et alors, vous pouvez retrouver tous ces chèques ces chèques entreprises sur le site des chèques entreprises. Donc voilà, et donc on a la même chose pour la maturité numérique. Et donc là, c'est vraiment voir si vous avez envie de numériser vos processus ou quoi. Et là, on peut venir voir ce qui est possible de mettre en place dans votre entreprise. Et donc aussi aller plus loin vers ces projets de digitalisation. Et alors, le dernier, c'est le prêt Digital Line de la société Wallonie Entreprendre. Donc là, c'est un prêt directement avec votre banque pour aussi tout ce qui est digitalisation et avancer dans vos différents projets. Et donc, voilà, on a aussi un dernier slide, un dernier petit sondage. C'est pas vraiment un sondage, mais c'est pour un peu récolter vos avis sur ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place pour justement vous aider à aller plus loin. Et donc, voilà, tu peux peut-être en dire un mot de plus sur ça. Voilà, donc c'est un questionnaire en fait qui est très court et qui du coup nous aide à savoir justement vos besoins, de savoir quelles sont vos attentes en termes que nous on travaille justement sur des problématiques ou des questions que vous avez au niveau du numérique en tout cas. Si pas, n'hésitez jamais à nous contacter, donc que ce soit Simon ou moi directement, donc pour proposer, imaginons des webinaires ou des sujets de discussion. Nous, on est vraiment là pour aider la profession à se numériser et justement que ce soit impactant, utile et intéressant pour tout le monde. On se retrouve pour le dernier webinaire la semaine prochaine, donc le 25 avril, cette fois-ci c'est un vendredi, donc toujours de midi à 13h, qui aura pour thématique donc vers une architecture 100% connectée. Donc l'idée, ça sera vraiment de savoir un peu les enjeux de la profession, l'importance de la résilience face à l'obsolescence donc des objets,
et de savoir si, voilà, on parle tout le temps d'objets connectés, mais de savoir est-ce qu'on peut faire du low-tech dans le numérique, avoir une approche différente. Donc, je pense que ce sera surtout voilà, une discussion, un débat sur ces idées. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez assister à ce webinaire. Voilà, d'interagir dans le chat. En tout cas, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un retour en direct, d'autant qu'on a la chance de pouvoir faire ça justement en direct dans un studio. Donc voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire, mais merci à toutes et à tous. Merci Malik, merci Simon, et on se revoit Merci, vendredi Merci. prochain. Bonne journée. Bonne journée.